Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous du Grève Bretagne qui est consacré donc à la réforme de la VAE et au titre professionnel. Aujourd'hui, on fait le point sur cette réforme. En effet, depuis 2022, la VAE connaît des évolutions majeures. Voilà, simplification du parcours, création du portail France VAE, arrivée des architectes accompagnateurs de parcours, autant de changements qui vont vous être présentés aujourd'hui. Merci donc de prendre ce temps avec nous pour vous informer et échanger sur le sujet. Sachez que ce webinaire s'inscrit dans une dynamique plus large de professionnalisation autour de la VAE. Il vient donc en complément d'un cycle VAE qui est proposé par le réseau des CARIF OREF auquel le Grève Bretagne appartient. Une série donc de 5 webinaires qui permet d'approfondir les enjeux de la réforme et d'en aborder les différentes thématiques. Célie va vous mettre le lien dans le chat. L'objectif aujourd'hui est d'apporter un éclairage spécifique sur les titres professionnels et sur les relations avec le certificateur. Donc, on vous propose de faire le point, de comprendre ce qui a changé et d'identifier ensemble les impacts pour les professionnels de l'emploi, de la formation et de l'accompagnement. Donc, pour éclairer ces évolutions, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Corinne Aubry, qui est chargée de mission politique du titre professionnel et VAE à la DREDS Bretagne. Bonjour Corinne. Bonjour à tous. Manuela Toutain, qui est responsable du service sécurisation des parcours professionnels et développement des compétences à la DETS, donc Direction départementale Ille-et-Vilaine. Bonjour Manuela. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vous remercie toutes les deux chaleureusement pour votre présence et pour votre contribution. Donc, nous allons essayer de saisir ensemble les enjeux actuels et les perspectives aussi à venir. Donc, au programme aujourd'hui, un temps de décryptage des évolutions de la VAE et puis qui sera suivi d'un focus sur le rôle des architectes accompagnateurs de parcours et les liens avec le certificateur. Donc, je vous invite à poser toutes vos questions et à partager voilà, vos expériences ou vos commentaires dans le chat. Donc, ma collègue Zélie Legrand, qui est chargée de mission animation, sera avec vous dans le chat. Et Bonjour puis, à tous. bonjour Zélie. Et vous avez également des collègues de la DETS Ille-et-Vilaine qui seront présents et voilà, qui pourront également répondre à vos questions si besoin. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à Gwenaëlle Guillerme, qui est donc chef du pôle économie, entreprise, emploi, donc chef du pôle 3E à la DREDS Bretagne et qui va être avec nous pour quelques mots d'introduction. Gwenaëlle, je vous laisse la parole. Eh ben, je vous remercie. Vous m'entendez? Tout à fait. Bon, alors, ce séminaire est important pour l'adresse parce que on, pour les personnes en fait sans diplôme, on sait très bien que le, le parcours d'insertion est beaucoup plus complexe et le diplôme est vraiment un atout important pour les personnes, pour avoir un emploi durable, pour s'insérer durablement sur le marché du travail, mais aussi en fait pour être reconnu en termes de salaire, hein. Et, euh, et la VE est un très bon dispositif. Alors, il a souvent été considéré comme trop complexe à mettre en œuvre. La VE était vraiment aussi très confidentielle, donc peu de personnes étaient concernées par le dispositif et surtout des personnes qui étaient déjà qualifiées. Et donc, le dispositif était passé un petit peu à travers ses objectifs qui étaient que ça concerne des personnes qui étaient sans qualification et qui, par leur expérience, pouvaient avoir une reconnaissance d'un diplôme qui puisse le valoriser auprès des employeurs. Donc, je pense que vous allez en parler hein, de la réforme de décembre 2022 qui a quand même permis
un tournant important dans sa mise en œuvre avec une simplification, un élargissement de l'accès de la VAE à tous les publics, une évolution des financements, et puis les acteurs qui ont un peu évolué. Bon, je crois que pendant le séminaire, vous allez en parler, hein, du rôle important que peut avoir les organismes de formation sur la mise en œuvre de la VE. Donc, je suis très content hein, qu'il y ait une mobilisation forte du greffe avec Madame Brochard et puis Madame Legrand, hein, parce que vous avez été les chevilles ouvrières hein, de cette mise en œuvre. Et puis, je tiens à saluer aussi mes collègues, mais notamment Madame Aubray, hein, qui est en charge notamment des titres professionnels et de la VAE. Et je salue leur mobilisation pour ce dispositif qui a vraiment du sens et qui change la vie des personnes. C'est pour ça qu'il faut qu'on puisse, nous, assurer une diffusion du dispositif et puis d'en assurer son efficacité. Et donc, ce webinaire rentre totalement dans ces objectifs-là. Et donc, je vous en remercie. Merci à vous. En tout cas, vous êtes plus de 150 personnes à participer aujourd'hui, donc une forte mobilisation également du côté des participants, des organismes de formation qui veulent effectivement en savoir plus sur cette réforme de la VE et puis je suppose également le rôle particulier notamment de la direction départementale de la DETS Ille-et-Vilaine et de l'adresse. Merci beaucoup pour ces quelques mots d'introduction. Eh ben, je vous souhaite un très bon séminaire à tous et puis je vous laisse en très bonne main et je vous souhaite une belle matinée. Au revoir. Merci, bonne journée à vous. Merci. Je vais maintenant m'adresser à Madame Aubray, donc qui est chargée de mission politique du titre professionnel et VE, donc à la DRETS Bretagne. Voilà, l'idée c'est de faire le point dans un premier temps sur effectivement les éléments de cette réforme. Donc, Madame Aubray, donc la VE c'est un processus d'accès à la qualification, à la certification. On parle souvent de troisième voie avec la formation et l'alternance. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les objectifs et pourquoi passer une VAE? Oui, tout à fait. Donc, la VAE, c'est un moyen en fait d'obtenir une certification professionnelle tout en faisant valoir ses compétences acquises en fait tout au long de sa vie. Et toute personne peut faire reconnaître donc ses expériences au travers une certification professionnelle, peu importe son âge, son statut ou son niveau de formation. Donc, il faut savoir que la VAE est un levier important d'accès à la qualification, à l'emploi et à l'évolution professionnelle. Par ailleurs, donc, la VAE offre de meilleures chances de réussite au titre professionnel. On en parlera tout à l'heure. Par rapport aux autres voies que sont par exemple donc la formation et l'apprentissage, puisqu'il faut savoir qu'en Bretagne, on a un taux de réussite de plus de 85 pour l'accès donc à la certification par la voie de la VAE. Et donc, pour finir sur cette diapo, cette présentation, la VAE est universelle, elle est simplifiée, accompagnée et financée. Merci Corinne. Donc on parle de VAE comme un droit individuel, mais est-ce qu'on peut également initier des VAE de manière collectivement? Tout à fait. Donc, la VE peut être initiée collectivement, donc soit par une organisation ou une collectivité à destination en fait de plusieurs personnes qui seraient volontaires. On peut prendre l'exemple, par exemple, d'un porteur de projet qui serait un employeur. Il peut initier une démarche collective pour auprès de plusieurs collaborateurs. Par exemple, voilà, il peut y avoir 6 collaborateurs donc qui seraient volontaires pour participer donc à l'action collective de l'AVE. Donc, il faut savoir que toutes les démarches qui sont liées à la mise en œuvre des parcours VE, donc c'est-à-dire par exemple la recherche du financement, l'adaptation donc des emplois du temps au planning d'accompagnement donc des volontaires, etc., ne repose plus sur, par exemple, l'ensemble
des candidats, mais uniquement sur l'employeur qui, donc cet employeur-là, prend en charge donc l'intégralité des coûts liés au parcours VAE. Il sélectionne donc l'architecte accompagnateur de parcours et il gère également donc tout ce qui est aspect logistique. Par exemple, tout ce qui est mise à disposition de salles qui sont dédiées pour les regroupements pour travailler sur la VAE. Donc, ainsi, donc, ça facilite en fait l'organisation des parcours pour les candidats et ils bénéficient aussi de la synergie du groupe, du soutien de leur employeur. Et tous ces éléments, en fait, sont propices au maintien de la motivation collective pendant toute la durée du parcours VAE. Merci. Et il y a Marie-Christine dans le chat qui nous demande déjà la partie financement. Mais donc, Marie-Christine, on verra cette partie un petit peu plus tard. Merci de votre question. Vous allez voir on va l'aborder. Madame Aubray, donc la VAE vient d'être réformée par la loi du 21 décembre 2022 et les décrets qui ont suivi. Euh, Pourquoi cette réforme et quels en sont les objectifs ou les grands objectifs en tout cas? Oui, et effectivement, donc il y a bien une réforme, une grosse réforme sur la VAE. On retrouve en fait 6 objectifs principaux. Donc, le premier objectif, c'était vraiment d'universaliser l'accès à la VAE. Donc, c'était le fait de rendre possible l'accès à toutes les certifications donc de plusieurs ministères différents sur uniquement un seul portail pour faciliter en fait l'accès à la VAE. On retrouve en deuxième objectif donc la simplification et la fluidification aussi des parcours. Donc c'est vrai qu'on s'aperçoit donc que les délais donc sont vraiment réduits sur les parcours. C'est faire voilà des parcours relativement courts pour effectivement les candidats à la VAE. Alléger tout ce qui est procédure également. Donc vraiment simplifier les choses pour qu'un maximum de candidats puissent avoir accès de manière très, très simple à la démarche VAE. Il y a également, donc on retrouve la centralisation des démarches sur le portail unique, donc France VAE. Le troisième objectif, c'est donc d'accompagner au mieux les candidats. Et c'est là qu'on retrouve vraiment le rôle très important des architectes accompagnateurs de parcours. On en parlera tout à l'heure avec ma collègue Manuela. Il y a également, donc en quatrième objectif, le fait d'améliorer la lisibilité et la transparence donc du dispositif. Donc, on va en parler aussi un petit peu tout à l'heure. Donc, il y a une nouvelle réglementation. Il y a vraiment un cadre renforcé aussi. Il y a des guides d'utilisateurs qui ont été mis à jour et il y a des conditions d'éligibilité qui sont désormais plus clarifiées. Le cinquième objectif, donc, c'est de multiplier en fait le nombre de personnes certifiées. Donc, l'objectif issu donc de la politique de la loi du 21 décembre 2022, c'était de multiplier par 5 le nombre de diplômés par la voie de la VAE. Et enfin, le sixième et dernier objectif, c'était vraiment de lever les freins historiques. C'était comme toujours donc de combattre la complexité, pardon, le manque de visibilité, la dispersion des informations et les taux d'abandon élevés, tout en simplifiant encore et fluidifiant donc les parcours VAE. Merci Corinne. Dans le chat, Claire pose une question sur le nombre de VAE collectives. On y répondra également dans la suite de cette présentation. Et Élise voilà, pose également des questions. Delphine également, merci beaucoup pour vos questions. Soit on va les prendre en complément de ce que Madame Aubray est en train de présenter, sinon on réservera un petit temps. Alors vous êtes très nombreux, vous êtes 150, plus de 150. Donc on essaiera de réserver un petit temps et de prendre en tout cas quelques questions. Les collègues de la direction départementale, si vous avez des réponses aux questions qui sont posées, n'hésitez pas à également répondre directement dans le chat.
Donc, on vient de voir les objectifs de cette réforme. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le cadre réglementaire et dans quelle loi ou dans quel décret on retrouve les principaux éléments? Donc, effectivement, donc au niveau du cadre réglementaire, on a cinq textes vraiment fondateurs. Donc, on retrouve en premier, évidemment, la loi du 21 décembre 2022. Donc, on y retrouve dans cette loi la base de la réforme de la VEE, la modernisation du dispositif et la création du service public de la VEE. On retrouve en deuxième donc le décret d'organisation du 27 décembre 2023 et dans ce décret donc on retrouve bien le cadre général de la VAE et le déroulement et les modalités du parcours. Le troisième décret donc du 10 avril 2024, lui, il précise donc tout ce qui est composition et rôle du jury et on y retrouve également donc les règles du congé VAE. Le quatrième texte. Donc, c'est le décret sur l'éligibilité CPF du 18 juillet 2025. Donc, on retrouve là dans ce texte donc toutes les conditions d'éligibilité des actions de VAE au CPF. Le cinquième et dernier texte donc, concerne l'arrêté du 3 juillet 2025 dans lequel on retrouve toutes les modalités d'accompagnement et également un modèle du dossier de recevabilité pour la VAE. Merci Corinne. Juste en complément de vos propos, donc je vous redis qu'il y a un cycle donc sur la VE qui est organisé par le réseau des Carrefouref parce que aujourd'hui on fait le point vraiment, on va faire un focus sur voilà les titres professionnels et il y a des questions notamment sur les certifications de niveau 7 et 8 ou d'autres questions qui peuvent être peut-être un peu plus globales et donc n'hésitez pas à consulter également donc les replays de ces webinaires. Donc, Zélie vous a mis ou va vous mettre dans le chat le lien vers un replay sur les principales évolutions également qui a été présenté dernièrement. On poursuit de notre côté. Donc, la VE, donc, c'est donc un parcours vers la qualification. Elle permet d'obtenir un diplôme, un titre pro, pardon, un CQP. Donc, aujourd'hui, on fait le point, comme je le disais, donc, sur les titres professionnels, dont le certificateur est le ministère du Travail. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un titre professionnel? Est-ce qu'on peut essayer d'en décrire quelques-uns peut-être pour que ce soit un peu plus concret pour nos participants? Donc effectivement, comme vous le précisez, donc le titre professionnel, donc c'est une certification professionnelle qui permet d'acquérir des compétences professionnelles donc spécifiques et qui favorise également l'accès à l'emploi ou l'évolution professionnelle de son titulaire. Donc effectivement, le titre professionnel est bien une certification uniquement du ministère du Travail. Donc il atteste que son titulaire maîtrise bien donc les compétences, les aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'un métier. On est vraiment sur des compétences métiers. Donc, en fait, donc les titres professionnels s'adressent à toute personne qui souhaite acquérir en fait une qualification professionnelle. Il faut savoir que le ministère donc dispose de 258 titres professionnels qui couvrent tous les secteurs. Donc, on retrouve par exemple le secteur du bâtiment, les services à la personne, le transport, la restauration, le commerce, mais également l'industrie. Alors, il existe plusieurs voies d'accès au titre professionnel. Donc, la première voie, donc, c'est la voie d'accès, c'est la formation continue. La deuxième voie d'accès, donc, c'est l'apprentissage. Et la troisième voie d'accès, c'est la VAE. Donc, il s'adresse, le titre professionnel, plus précisément donc, aux personnes qui sont sorties du système scolaire, aux personnes qui sont expérimentées, qui souhaitent faire valoir leurs compétences acquises, mais également aux personnes qui sont en reconversion professionnelle. Donc, en termes de modalités, donc, le titre professionnel est également composé de plusieurs blocs de compétences, dénommés donc certificats de compétences professionnelles, CCP.
Donc, la VE peut être passée soit sur l'ensemble du titre professionnel, mais également uniquement sur un seul bloc de compétences, donc qui permet l'obtention partielle du titre professionnel. Mais également, il y a la possibilité aussi de cumuler plusieurs blocs de compétences pour pouvoir à la fin obtenir l'ensemble du titre professionnel. Pour finir donc sur cette diapo, donc le taux de réussite nationale est de 79% donc sur le titre professionnel et de 85% par le voie de la VAE. Oui, donc c'est intéressant de voir qu'effectivement la voie de la VAE voilà, permet une réussite un peu plus importante, même si le taux est déjà bien également sur la voie professionnelle. Oui, tout à fait. Euh, on va maintenant aller sur France VAE pour pouvoir regarder où est-ce qu'il faut rechercher le titre professionnel qui correspond au projet de la personne. Oui, tout à fait. Donc du coup, c'est vrai que un candidat peut se positionner donc sur l'accès unique donc sur le site donc ve.gouv.fr. Donc en tant que candidat, en fait, il peut faire une recherche directement par titre professionnel. Par exemple, donc on va faire une recherche sur le titre assistante de vie aux familles, qui est en fait le premier titre sollicité par la voie de la VE, en tout cas pour la région Bretagne. Donc voilà à quoi a accès le candidat. Donc il retrouve tout le détail sur le métier, tout le détail également donc sur les blocs de compétences, mais également tous les prérequis. Donc voilà, on retrouve là tous les blocs de compétences. Donc c'est également en fait ce qu'on appelle donc les CCP. Donc c'est voilà, par exemple pour le titre assistant de vie aux familles, mais bon, ma collègue développera tout à l'heure, donc je ne vais peut-être pas trop développer les blocs, mais c'est là on les retrouve. Voilà. Et puis c'est aussi intéressant voilà, de savoir qu'effectivement, aujourd'hui, tout passe par France VAE pour rechercher le titre qui correspond. Exactement. Donc, il y a plein d'informations qui sont à disposition là des candidats et des architectes de parcours aussi, hein. Après, on se connecte en fonction de son profil. Là, on retrouve donc là, tout ce qui est donc métier, bloc de compétences, prérequis, la jury et documentation. En tout cas, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'infos qui sont sur disponible sur le site de France VAE déjà. Donc, on retrouve aussi la trame du dossier. Ok, on aura l'occasion d'y revenir C'est avec ça, oui, tout à votre fait. collègue Manuela tout de suite. C'est ça. Alors, on avait une question dans le chat sur les titres décernés en Bretagne. Donc, allons-y. Quels sont les titres qui sont les plus décernés en Bretagne? Donc, effectivement, donc on a pu voir que, par exemple, par la voie de la VAE, donc on retrouve en premier, donc ça représente 32%, c'est le titre assistante de vie aux familles, donc tout ce qui est service à la personne. En deuxième position, on retrouve le conseiller en insertion professionnelle, donc qui représente 12%. Donc ça, ce sont des chiffres qui sont basés uniquement sur l'année 2025, qui a été une année complète en termes de dépôt de dossier de VAE. En troisième position, on retrouve le technicien supérieur en production industrielle. En quatrième, le technicien supérieur méthode et exploitation logistique. Et après, donc, secrétaire assistant médico-social. Donc, il faut savoir que donc là, c'est uniquement sur la voie de la VE pour 2025. Quand on fait donc des statistiques sur l'accès pour les trois voies, donc c'est-à-dire si on mélange la formation continue, l'apprentissage et la VE, donc vraiment les trois voies, donc d'une manière globale sur le titre professionnel, on retrouve en premier donc le titre professionnel, donc conducteur du transport routier de marchandises sur porteur. En deuxième position, on retrouve le conducteur du transport en commun sur route et on retrouve uniquement en troisième position l'assistante de vie aux familles. Donc, on voit bien que là, contrairement à la VAE,
là, sur l'ensemble des voies d'accès, voilà, le titre professionnel assistante de vie passe de première position en VE à troisième lorsqu'il s'agit des trois voies d'accès. Merci Corinne. Il y a des questions dans le chat, je ne les prends pas pour le moment. Je pense que ce sera plutôt Manuela qui pourra répondre à ces questions. On va avancer de notre côté. Donc toujours en Bretagne, combien y a-t-il eu de candidatures en 2025? Monsieur Guillard me disait que le dispositif redémarrait, on va dire, avec cette réforme. Donc on en est où aujourd'hui? Oui, exactement. Donc, le dispositif redémarre. Donc, par exemple, pour l'année 2025, on avait donc en termes de candidatures 128 candidatures, donc au total, on retrouve la répartition entre les candidats qui sont accompagnés par des architectes, donc accompagnateurs de parcours, où on retrouve en bleu donc les candidats qui n'ont pas souhaité être accompagnés et donc qui sont considérés donc candidats autonomes, hein. Donc pour 2025, donc 128 candidatures, dont en tout 39 candidats autonomes. Très bien. Et peut-être il y a un détail, il me semble, également sur ces candidatures. Oui, exactement. Donc, on a fait également donc, des statistiques sur le détail des candidatures, toujours sur l'année 2025, donc, qui était une année complète en termes de VAE. Donc, on retrouve quand même que la plupart des candidats VAE donc, sont à 63% donc, des salariés qui sont accompagnés par des architectes accompagnateurs de parcours. On retrouve à hauteur de 30% d'autres personnes, donc d'autres candidats qui sont autonomes. On retrouve aussi donc des demandeurs d'emploi, donc à hauteur de 4,69%. Et les autres qui sont accompagnés donc peuvent être par exemple des bénévoles, des chefs d'entreprise, etc., qui représentent donc 1,56% des candidatures sur des stats de l'année 2025. Merci Corinne. On va maintenant passer donc à la partie plutôt des, on va dire des démarches pour accéder à la VAE. Donc vous avez un petit schéma qui est très explicite sur la manière d'accéder à un titre pro. Quelles sont les démarches à réaliser? Donc effectivement, on avait souhaité donc avec la dette Ille-et-Vilaine donc créer un parcours VAE donc simplifié. Donc il faut savoir que toute la VAE est centralisée en fait à la dette. Toute la VAE pour la Bretagne est centralisée à la dette d'Ille-et-Vilaine, ce qui permet vraiment de simplifier les choses puisqu'il y a une seule et unique entrée. Donc la première étape, donc on retrouve donc le candidat doit évidemment donc s'inscrire sur la plateforme France VAE. Il choisit ensuite sa certification, donc son titre professionnel. Pour l'étape numéro 3, donc là, on choisit donc soit le parcours donc, en autonomie ou accompagné par l'architecte accompagnateur de parcours. Ensuite, on réalise donc le dossier de faisabilité et c'est à ce moment-là que la DETS d'Ille-et-Vilaine intervient pour communiquer donc, la décision de recevabilité pour le candidat. En sixième étape, donc, il faut impérativement donc, que le candidat dépose son dossier professionnel et qu'il soit validé pour ensuite pouvoir passer devant le jury. Donc, ma collègue développera davantage donc, ces étapes-là, les étapes de la DETS d'Ille-et-Vilaine et le rôle donc, important qu'ils ont dans la validation et dans le parcours de la VAE. Une fois que le candidat donc, a passé devant le jury, il y a évidemment la décision du jury qui est émise et les résultats sont validés uniquement et quand les résultats sont parvenus à la DETS d'Ille-et-Vilaine et que c'est la DETS qui a validé les résultats. Merci. Alors, allons sur la question des finances maintenant. Est-ce que le parcours VE engendre des frais pour le bénéficiaire et est-ce qu'il est possible de les financer?
Et ça va bien avec une des questions qui a été posée également sur le chat, sur les coûts de jury. Les coûts de jury sur les titres professionnels ne sont pas indiqués sur le site de France VAE. Est-ce qu'il est possible de les connaître au démarrage de la démarche? Alors, je répondrai à cette question un petit peu plus tard parce que ça fait partie du déroulé D'accord. de la suite. Alors oui, en effet, s'engager dans un parcours VAE génère des frais qui varient selon la situation du candidat, c'est-à-dire en fonction du parcours qu'il a choisi de suivre, c'est-à-dire soit en autonomie, soit avec un architecte accompagnateur de parcours. Donc les frais à prévoir sont, dans le cadre d'un parcours accompagné, les heures d'accompagnement, les formations complémentaires éventuellement que le candidat devra suivre si je dirais, le diagnostic de sa situation a conclu à la nécessité d'acquérir ou en tout cas de renforcer certaines compétences, ou également pour répondre aux prérequis de certains titres. Certains titres, on le verra un petit peu plus tard, nécessitent par exemple l'obtention d'un certificat de sauveteur secouriste du travail. Donc voilà, ça peut être aussi des coûts à prévoir pour le parcours. Et enfin, les coûts liés au passage devant le jury. Donc, je rappelle que la plateforme France VAE ne permet pas de trouver un financement pour le parcours du candidat. C'est vrai que là, je dirais, on sort d'une petite période d'instabilité par rapport au financement, puisque au départ, en effet, on devait pouvoir trouver des financements via France VAE et la VAE devait être financée pour l'ensemble des candidats. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais le candidat peut quand même trouver des financements en mobilisant ses droits au compte personnel de formation. Alors, c'est surtout pour le candidat accompagné. Là, j'insiste bien sur le fait que le candidat en autonomie ne peut pas, pour le moment, ça va peut-être évoluer, mais utiliser son compte personnel de formation pour financer son parcours. Et des abonnements éventuels selon la situation du candidat peuvent être opérés sur le compte personnel de formation par l'employeur, par les OPCO ou France Travail si le candidat est demandeur d'emploi. Je rappelle aussi qu'il y a un reste à charge pour l'utilisation du CPF qui vient de passer de 103 € à 150 € depuis le 2 avril 2026. Alors, à noter quand même que certains candidats, notamment les demandeurs d'emploi ou les candidats bénéficiant d'un cofinancement, peuvent être exonérés je dirais presque de ce ticket modérateur. Je ne sais pas. Merci, Madame Toutain. Alors, on va prendre 2-3 minutes pour essayer de regarder les questions dans le chat. Je vais laisser. Zélie, est-ce que de ton côté, Oui, il y a quelques questions sur les frais de jury. Marie-Christine qui s'interroge sur la prise en charge des frais de jury par le ministère. Anne qui fait une remarque sur que la prise en charge CPF des coûts de jury ne peut se faire que si ces coûts sont embarqués dans le parcours. Oui, Et il y avait une question vraiment, sur la connaissance des coûts de jury qui n'était pas indiqué sur le site France VAE et la possibilité de les connaître au démarrage de la démarche. Et alors, il y avait une bon, toute première question au tout début du webinaire sur le financement avec l'évocation de Transition Pro. alors c'est vrai qu'au niveau des frais de jury, pour qu'ils soient pris en compte par le CPF, il faut en effet qu'ils soient déjà évalués dès le début de la prise en charge. Bon, j'avance un petit peu malheureusement dans le déroulé aussi de la deuxième partie du webinaire. Donc, c'est vrai qu'actuellement, en tout cas pour les certifications ministère du Travail, les coûts liés au jury ne sont pas précisés sur la plateforme France VAE. Donc, nous-mêmes n'avons pas connaissance du coût exact de la session, du passage devant le jury, parce que ceci varie en fonction du titre éventuellement préparé et du centre agréé. On peut simplement vous donner une fourchette qui se situe entre 300 et 700 €.
Mais pour le moment, en effet, contrairement à d'autres certifications, notamment celle du ministère du Travail, de l'Éducation nationale, c'est vrai que les coûts de jury sont précisés, hein, et souvent sont fixés à peu près à 300 euros pour le passage devant le jury. Donc, pour le moment, en tout cas, on n'a pas ces précisions à vous donner dès le début du parcours. Il faut quand même nous interroger et on peut interroger voilà, quelques centres agréés, hein, qui délivrent le titre visé par le candidat pour essayer de vous donner une fourchette la plus, je dirais, précise possible. J'avais vu d'autres questions aussi sur les agents publics, hein. En effet, l'accès à la plateforme France VAE n'est pour le moment pas possible, hein, pour les agents publics. Alors ça risque peut-être d'évoluer, mais alors je ne peux pas vous dire si c'est à court terme ou à moyen terme. Oui, parce que je crois que c'est important aussi de rappeler, Manuela ou Corinne, que effectivement tout n'est pas complètement stabilisé autour de la plateforme France VE. Il y a des évolutions qui seront en cours qu'on va vous présenter également, peut-être en partie plus conclusive. Je ne sais pas s'il y avait peut-être Il y une... avait des précisions sur l'abandon avec un financement CPF. Il y a deux personnes, Anne et Delphine, qui expliquent que la raison de l'abandon est étudiée et si elle est jugée recevable, raison de force majeure, le candidat peut avoir un remboursement. D'accord, Voilà. c'était par rapport à la question du remboursement Ouais. sur le CPF. Ok. Sur les financements, je crois que c'est les seules questions qu'on avait. Il y avait d'autres questions sur d'autres sujets. On peut peut-être prendre une autre Ouais. question encore, hein, il y a un petit peu de temps. Il y avait une question sur sur le parcours, sur le délai entre l'envoi du dossier, de la faisabilité et le retour au candidat sur la recevabilité, j'imagine. Alors, on avance aussi, ça va être un petit peu aussi vu dans la deuxième partie. Pour répondre quand même rapidement à la question, la dette a 2 mois à partir de la réception du dossier complet pour donc traiter le dossier et rendre sa décision de recevabilité. En général, hein, c'est vrai que sur la dette ille-et-vilaine, les dossiers sont quand même traités, de demande de recevabilité sont traités rapidement. D'accord, On atteint rarement les 2 mois, hein. En général, on est quand même assez réactif. d'accord. Merci beaucoup. Écoutez, je vous propose qu'on Ah, avance un petit peu. il y avait ouais, Oui, pardon, il y avait une dernière question sur la question de transition pro. Je sais que c'est compliqué en ce moment, et une question sur de Marie-Christine. On nous demande de noter sur France VAE en tant qu'accompagnateur de parcours. Aucun frais de jury n'est pris en charge par le ministère. Par contre, si c'était le cas dans éventuellement une autre région en PACA. oui, il y aura peut-être effectivement des différences de prise en charge Entre les régions. en fonction des Oui, régions. ça peut arriver. C'est vrai que, je dirais, on sort vraiment à peine, je dirais, d'une période Mm. vraiment d'instabilité, hein, sur le financement. Donc tout n'est pas encore vraiment bien Complètement fixé. Mm. stabilisé. Oui, oui, et puis ça Et risque Et voilà, le pour, financement en plus d'évoluer. évolue parfois entre ce qui pouvait se passer en fin d'année 2025 et ce qui peut se passer aujourd'hui. Mm. Donc voilà, on va prendre vos questions et puis on essaiera de vous répondre dans les meilleurs délais avec les précisions. Oui, en sachant qu'il peut aussi y avoir des évolutions compte tenu du contexte budgétaire qu'on rencontre Oui, actuellement, de toute façon. et pour compléter, Sylvie, je crois qu'il y a un webinaire du réseau des Cariforef en septembre sur le sujet. Donc Sur là, le qui financement. concerne l'ensemble des régions. Je vous mets le lien dans le chat si vous souhaitez vous inscrire. Merci Zélie. Je vous propose qu'on avance et qu'on passe donc à la deuxième partie de notre webinaire, hein. La première partie était plutôt autour des fondamentaux, on va dire, de la VAE et donc des principales évolutions donc liées à la réforme, avec quelques chiffres également sur le passage du titre pro en VAE en Bretagne. Là, maintenant, on va plutôt s'adresser aux architectes accompagnateurs de parcours et donc aux relations avec la direction départementale, donc la DETS Ille-et-Vilaine. On va rester donc avec Manuela Toutain. Manuela, vous allez peut-être nous rappeler déjà ce qu'est le rôle de l'architecte accompagnateur de parcours et voilà, quels sont les éléments de cadrage et peut-être les principales missions de cet architecte accompagnateur de parcours.
Oui, alors l'accompagnement du candidat, hein, les modalités de cet accompagnement sont définies par plusieurs textes législatifs et réglementaires. On va reprendre ceux qui ont déjà été cités donc en première partie. Donc la loi du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, qui fait référence à la sécurisation des parcours et à la possibilité d'être accompagné pour les candidats. Le décret du 27 décembre 2023, donc relatif à la VAE, qui précise les missions de l'accompagnateur. Et enfin, plus récent, donc l'arrêté du 3 juillet 2025 qui détermine les modalités de l'accompagnement du candidat et qui également détermine le dossier de faisabilité, enfin une trame, un modèle de trame en fait du dossier de faisabilité utilisé pour l'ensemble des certifications. Donc l'AAP, c'est un professionnel spécialisé dans l'accompagnement personnalisé des candidats tout au long de leur parcours. Il doit être, je le rappelle, un certifié Calliope VAE. On peut, je dirais, qualifier l'architecte accompagnateur de parcours de chef d'orchestre. Oui, c'est celui qui va être vraiment responsable d'accompagner la personne tout au long de son parcours, quoi. À chaque étape du parcours. Donc, si on fait le point sur les différentes missions, on va dire, de l'architecte et son intervention au niveau des différentes étapes du parcours. Donc, il faudra d'abord vérifier l'adéquation du projet du candidat avec le dispositif de la VAE, s'assurer de la pertinence de la certification visée au regard de l'expérience acquise par le candidat et les objectifs du candidat dans son parcours d'évolution professionnelle, par exemple. À partir du recueil de ces informations, il devra construire un parcours d'accompagnement personnalisé avec le candidat, en l'orientant si nécessaire vers des actions de formation complémentaires, pour acquérir ou développer en tout cas certaines compétences ou pour disposer, comme je l'indiquais auparavant, de prérequis nécessaires pour l'obtention du titre. Il doit également informer le candidat des échéances clés du parcours, puisque comme on a vu tout à l'heure, on a différentes étapes qui, en moyenne, alors le délai se réduit, mais se disperse, on va dire, ou s'étale en tout cas sur une période d'environ 8 mois de moyenne. Il accompagne également le candidat dans la recherche de financement. Il réalise le diagnostic de faisabilité et transmet le dossier de faisabilité au certificateur, donc à la DETS, pour que nous puissions justement valider le dossier et émettre une décision de recevabilité. Et il doit aussi accompagner le candidat dans la rédaction du dossier de validation. C'est ce dossier de validation qui déclenchera l'inscription, la recherche d'une session d'examen et l'inscription du candidat à cette session d'examen. Et il doit enfin préparer le candidat au passage devant le jury. Manuela, il y a Franck dans le chat qui demande qu'en est-il de la présentation d'un dossier pour validation partielle? Est-ce que ça va être la même chose, le même parcours? Alors oui, ça va être le même parcours. Il y aura possibilité pour le candidat de choisir, normalement là, sur France VAE, alors je ne sais plus si c'est fait exactement, mais ça doit être fait, la possibilité de préparer pas forcément l'entièreté du titre, mais simplement un des blocs de compétences. Et on sera quand même sur la même démarche. D'accord, très bien. Merci pour cette réponse. Je précise que dans le cadre du réseau des Cariforef, il y aura également un webinaire à venir sur le rôle de l'architecte accompagnateur de parcours. Donc Zélie va vous mettre également le lien dans le chat si vous souhaitez vous inscrire. Manuela, vous avez fait une sélection de ressources utiles pour les architectes accompagnateurs de parcours. Est-ce que vous pouvez nous les présenter et nous les partager? Oui, alors c'est vrai que pour accompagner au mieux le candidat sur une certification visée, notamment un titre professionnel,
Donc, il est nécessaire d'avoir quand même un maximum d'informations et de documentation sur le titre. Donc, pour vous aider dans cet accompagnement, vous avez donc la possibilité d'accéder donc à l'arrêté de spécialité, au référentiel emploi, activité, compétences, qui vous permettra justement de remplir le dossier de validation et parce que dans ce référentiel emploi, activité et compétences, vous avez justement les compétences recherchées, les activités types liées au titre. Vous avez aussi le référentiel d'évaluation, dans lequel vous allez trouver justement les modalités d'évaluation pour le titre visé. Et vous avez aussi accès aux informations sur le plateau technique, qui est donc les moyens, je dirais, matériels que le centre agréé doit mettre à disposition des candidats pour passer leur session d'examen. Donc, vous avez différents sites. Alors, bien sûr, il y a France VAE. C'est vrai que nous n'avons pas accès forcément aux mêmes interfaces que vous en tant qu'architecte accompagnateur de parcours, mais voilà, vous trouvez aussi beaucoup d'informations sur France VAE. Et vous pouvez trouver aussi beaucoup d'informations sur le site travail-emploi.gouv.fr, sur le site de la banque d'IAFPA, et vous avez également un site lié à l'intention du candidat. Vous avez un site sur le dossier professionnel illustré. Vous avez également aussi un guide de l'accompagnateur pour compléter justement ce dossier de validation. Alors, on va juste aller sur le site Banque d'IAFPA. Voilà. Donc là, par exemple, si je vais sur ce site, je vais dans Recherche détaillée. On est sur le site, juste pour préciser pour les personnes qui nous écoutent, on est sur le site Banque d'IAFPA, Mhm. sur lequel vous avez quand même un certain nombre aussi d'informations. Donc, par exemple, je recherche un titre, le titre, on va mettre d'assistant de vie aux familles. Voilà, assistant de vie aux familles. Donc là, vous avez plusieurs informations. Donc là, vous avez l'arrêté, la référence en tout cas de l'arrêté de spécialité du titre, avec sa date, je dirais, de validité. On est sur une période de 5 ans. Vous avez le référentiel emploi, activité, compétences, dans lequel justement vous allez retrouver les activités types du titre et les compétences nécessaires par activité, qui vous permettra de remplir le dossier de validation, d'aider en tout cas le candidat à remplir son dossier de validation. Vous avez le référentiel d'évaluation, une fiche de communication sur le titre dans lequel vous allez retrouver une synthèse, je dirais, des informations importantes sur le titre. Alors là, par contre, les évaluations en cours de formation, là, c'est plutôt pour les, enfin, c'est pas plutôt, c'est pour les candidats engagés dans un parcours de formation. Donc voilà, c'était vraiment pour vous montrer le site et ce que vous pouvez trouver comme information sur le site. Donc là, on va aller sur le référentiel d'évaluation, oui, sur le. Alors, je reviens d'abord sur l'arrêté de spécialité. D'accord. Donc là, on a l'arrêté de spécialité du 4 juillet 2023 sur le titre professionnel d'assistant de vie aux familles. Donc, vous avez plusieurs informations très utiles pour connaître la composition du titre au niveau des blocs de compétences, sur la durée de validité du titre, sur le niveau également du titre. Alors là, j'ai surligné en jaune les informations importantes. Donc, en effet, dans l'article 1er, donc, vous avez un titre professionnel qui a été donc révisé, c'est-à-dire qu'il y a eu un millésime, une version en tout cas antérieure, qui a été revue. Donc, en général, il y a toujours une petite modification, parfois à la marge, parfois plus importante sur les blocs de compétences composant le titre. Donc là, on constate qu'il est enregistré dans le RNCP pour une période de 5 ans, donc à compter du 5 juillet 2023, qu'il est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.
Et on retrouve aussi le domaine d'activité. On a la composition en effet du titre avec 3 blocs de compétences. Donc, entretenir le logement et le linge d'un particulier, accompagner la personne dans ses activités essentielles du quotidien et dans ses projets, assurer le relais du parent dans la garde d'enfants à domicile. Vous avez des informations également sur la composition du jury. Donc c'est vrai que pour certains titres, on demande des qualifications particulières pour un ou plusieurs membres du jury. Donc là, on nous dit que le jury est composé d'au moins une personne justifiant d'une expérience auprès d'adultes et d'une personne justifiant d'une expérience professionnelle auprès d'enfants. Parce que c'est vrai qu'on a plusieurs activités et compétences dans le bloc de compétences avec des publics différents aussi. On a aussi des informations sur les prérequis. Donc là, pour ce titre d'ADVF, on nous dit que le candidat devra présenter à un moment de la session d'examen, donc soit un certificat de sauveteur secouriste du travail ou un certificat d'acteur prévention secours, aide et soins à domicile. Vous avez également, donc ce n'est pas forcément pour tous les titres, mais celui-ci est assez, je dirais, complet, des correspondances, donc à la fois entre le titre on va dire antérieur, le millésime antérieur et le nouveau millésime. Alors, dans le cadre d'une VAE, logiquement, le candidat n'est pas titulaire du titre professionnel antérieur, donc ces correspondances-là ne vont pas forcément vous être utiles, enfin, en tout cas cette rubrique. Par contre, il y a des correspondances entre des certifications d'autres ministères. Par exemple, si je reprends la certification donc, CAP, assistant technique en milieu familial et collectif de l'éducation nationale, vous avez des correspondances avec certains blocs de compétences, ce qui fait que le candidat peut être dispensé de préparer ou de passer en tout cas une partie du titre. Alors pour ça, par contre, il faut que le candidat nous fasse la demande de correspondance pour pouvoir être dispensé de ce bloc de compétences. Si ensuite je vais sur le référentiel d'évaluation. Manuela, juste parce que Oui. est-ce que vous pouvez nous rappeler où est-ce qu'on trouve cet arrêté de spécialité? Comment est-ce qu'on y accède? Alors, normalement, sur France VAE, vous avez la possibilité de le retrouver ou sur le site de Légifrance. D'accord. Tout à l'heure, je vous ai montré que sur le site de la banque d'IAFPA, vous aviez la référence de l'arrêté. Donc, voilà, vous pouvez le retrouver sur le site Légifrance. Alors, pour ceux et celles qui auraient accès à l'applicatif CERES, puisque vous êtes vous appartenez sans doute pour certains à un organisme de formation, vous retrouvez l'arrêté de spécialité, le référentiel d'évaluation, le REAC, les informations sur le plateau technique sur cet applicatif. Merci. Donc, si je parcours le référentiel d'évaluation du titre d'assistant de vie aux familles, toujours, donc on nous indique que les compétences des candidats issus d'un parcours continu de formation ou d'un parcours de validation des acquis de l'expérience pour l'accès au titre sont évaluées par un jury au vu des modalités d'évaluation présentées dans le tableau qui figure un peu plus bas, du dossier professionnel et de ses annexes éventuelles, des résultats des évaluations passées en cours de formation. Donc là, on est bien sur les candidats suivant un parcours de formation et pas sur les candidats VAE, et d'un entretien avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise des compétences requises pour l'exercice des activités composant le titre visé. Donc, dans le tableau justement sur les modalités d'évaluation des compétences, on remarque que pour ce titre, vous avez donc une mise en situation professionnelle, alors ce qui est le cas dans la majorité des cas pour les titres professionnels, vous avez toujours une mise en situation professionnelle, une épreuve pratique d'une durée d'1h15. Donc là, on vous explique l'organisation de l'épreuve et ce à quoi le candidat va être soumis. Vous avez un entretien technique d'une durée de 50 minutes,
composé de plusieurs parties. Enfin voilà, vous avez vraiment tout le détail du déroulement des épreuves, qui est quand même bien utile pour pouvoir accompagner et informer le candidat sur l'épreuve d'examen. Parce que je rappelle, voilà, l'examen sur le titre professionnel ne se limite pas à une soutenance du dossier professionnel. C'est vrai que dans un premier temps, on avait beaucoup de questions concernant justement ces épreuves, parce que beaucoup pensaient que le passage du titre se limitait à une soutenance du dossier de validation, ce qui n'est pas le cas. Pour certains titres, alors ce n'est pas le cas, mais vous avez un questionnaire professionnel, qui peut être un QCM ou un questionnaire technique. Parfois, vous avez un questionnaire aussi à partir de production. Donc là, il faut être vigilant dans le référentiel d'évaluation. Pour certains titres, vous avez la nécessité, le candidat en tout cas a la nécessité de produire des documents complémentaires, notamment des diaporamas, qu'il devra justement présenter au jury. Je pense au titre de conseiller de vente, par exemple, vous avez des diaporamas avec des fiches produits, par exemple, à présenter. Donc, c'est vrai que parfois, on nous dépose le dossier de validation et le candidat n'a pas préparé les documents complémentaires. Donc, ça repousse, je dirais, d'autant la possibilité de le présenter à une session d'examen. Et vous avez toujours un entretien final qui permet donc au jury de questionner un peu le candidat, de voir si voilà, il a la posture professionnelle attendue. Merci Manuela. Il y a Marina dans le chat qui demande si toutes les certifications exigent des annexes. Est-ce que c'est éventuel ou est-ce que c'est obligatoire? Non, ce n'est pas obligatoire. Ça dépend des titres. Pour certains, on se limite vraiment au dossier de validation et puis c'est tout. Mais c'est vrai qu'il faut bien bien lire le référentiel quand même d'évaluation et ne pas hésiter aussi à nous contacter et nous demander des précisions. Voilà, on vous répondra sans problème. D'accord. Merci Manuela. Vous aviez terminé sur cette partie sur le... Oui. Alors, on va pouvoir passer plutôt aux modalités d'évaluation. Quelles sont les modalités précisément d'évaluation du parcours? Alors, les modalités d'évaluation, alors on les a un petit peu vues là sur le référentiel d'évaluation. Donc, je rappelle que systématiquement, vous avez une mise en situation professionnelle pour l'obtention du titre, donc une épreuve pratique, des entretiens avec le jury, un entretien technique, un entretien final et éventuellement des questionnements QCM, questionnements un peu plus techniques voilà, en fonction des titres. Manuela, est-ce que le candidat doit remplir un dossier professionnel? Donc, on l'a déjà vu. Et quels sont les attendus de ce dossier? Oui, alors le dossier professionnel, c'est ce qu'on appelle aussi le dossier de validation. C'est ce qui permettra au candidat de pouvoir, de finaliser en tout cas son parcours. C'est-à-dire que ce sera le point de départ pour rechercher en fait une session d'examen et pour inscrire le candidat à une session d'examen. Donc, je rappelle que le dossier est obligatoire. Ça, c'est vrai que sans le dossier de validation, le candidat ne pourra pas se présenter à une session d'examen du titre. Dans ce dossier, le candidat devra décrire l'expérience acquise pour chacune des activités types du titre visé. Donc, il faut se référer au référentiel évaluation, au référentiel d'emploi, activité, compétences pour connaître les activités types du titre et retranscrire dans le dossier de validation ces activités types et donner un ou maximum 3 exemples pour chaque activité type de son expérience. Donc, le dossier est téléchargeable sur le site du ministère et il y a un site également d'aide pour le candidat qui s'appelle le dossier professionnel illustré. Alors, c'est vrai que sur le site du ministère, il y a quand même beaucoup d'infos. Il y a aussi des guides aussi pour l'accompagnateur. Donc, voilà,
permet quand même de remplir le dossier de validation avec un nombre d'informations assez intéressant pour pouvoir le compléter au mieux. Et choisir en fait ces exemples aussi avec pertinence. Merci Manuela. Peut-être que, en fait, comme il y avait des questions sur vos contacts, comment vous contactez, donc effectivement, quel est votre rôle à vous au niveau de la direction départementale dans le parcours VE précisément, et à quel moment est-ce qu'on peut vous contacter, et puis comment on a vos coordonnées dans le chat, mais il y a peut-être d'autres manières de vous contacter, d'entrer en contact avec vous. Alors c'est vrai que la DETS intervient au cours je dirais plusieurs étapes du parcours. Donc, au moment du dépôt, je dirais, du dossier de faisabilité, puisque c'est nous qui instruisons ces dossiers pour émettre une décision de recevabilité qui permettra au candidat d'avancer dans son parcours. Je rappelle que nous avons donc 2 mois à compter de la réception du dossier de faisabilité complet pour émettre notre décision. Donc oui, 2 mois, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en général, nous sommes beaucoup plus réactifs pour le traitement des dossiers de faisabilité. Ensuite, nous intervenons lorsque le candidat aura déposé son dossier de validation pour rechercher une session d'examen et inscrire le candidat à une session d'examen. Alors, je rappelle que l'architecte accompagnateur de parcours ne doit pas inscrire lui-même le candidat à une session d'examen. Même si vous appartenez, je dirais, à une structure, un organisme de formation, il faut absolument nous informer si vous le faites, si vous avez déjà connaissance de la session d'examen et que vous avez un contact avec le centre, nous informer en amont, parce que nous aussi, on a des obligations vis-à-vis, je dirais, de France VAE. On doit renseigner la plateforme sur la date de passage de l'examen, sur la saisie aussi des résultats des candidats. Et c'est vrai qu'il arrive qu'on constate que le candidat VAE a passé sa session d'examen en recevant le PV de session et en voyant que le profil du candidat, c'est un profil, c'est un parcours VAE et on n'a été informé de rien du tout. Même parfois, le dossier de validation n'a même pas été déposé et que le candidat a quand même réussi à passer sa session d'examen. Le dossier de validation avait été fait, mais en tout cas, nous, on n'avait eu aucune information. La plateforme n'avait pas été utilisée, je dirais, correctement. Alors, on intervient aussi, en effet, je dirais, pour répondre à l'ensemble de vos questions, notamment quand, au début du parcours et de votre accompagnement, puisqu'en effet, vous avez quand même besoin de connaître les frais de jury. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on pourra ne vous apporter des informations sur une fourchette de frais, en fait, et sur les sessions prévisionnelles qui sont organisées par les centres agréés. Alors, il faut savoir que nous avons connaissance des sessions organisées sur une année, je dirais, au 31 janvier de cette année. C'est-à-dire que les centres ont l'obligation de nous transmettre un programme prévisionnel au 31 janvier de l'année 2026, par exemple, pour l'année 2026. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas toujours connaissance des sessions sur l'année, par exemple, 2027. Alors, sachant que les parcours... Vous disiez que les parcours moyens étaient à peu près de 8 mois, donc voilà, pour pouvoir se projeter, des fois, il faudra attendre un petit peu d'avoir les attestations. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est vrai que beaucoup quand même anticipent. De toute façon, il y a une obligation d'anticiper puisque les sessions d'examen doivent être créées au moins 3 mois, enfin c'est même 91 jours avant la tenue de la session d'examen. Mais c'est vrai que voilà, parfois on vous donne un prévisionnel. Après, les choses peuvent être un petit peu modifiées. Au moins, ça permet de donner un calendrier aussi aux candidats et de pouvoir se projeter aussi et
de savoir s'il faut se dépêcher ou pas à déposer son dossier de validation. Est-ce que vous aviez d'autres commentaires, Manuela, autour de cette diapo qui est affichée? Oui, écoutez, on peut juste refaire le point sur les différentes étapes du process d'accompagnement d'un candidat dans son parcours VAE. Donc, le parcours, je dirais, débute par l'inscription du candidat à la VAE pour un titre professionnel. À ce stade, le candidat choisit s'il désire être accompagné dans son parcours ou s'il souhaite poursuivre son parcours en autonomie, on va dire. Donc, lorsqu'il choisit d'être accompagné, donc l'architecte accompagnateur, donc on l'a vu tout à l'heure, devra l'assister et l'aider dans dans l'étude de faisabilité, donc voir si il peut faire un parcours VAE, l'aider à élaborer son parcours, voir s'il y a bien une correspondance entre ses expériences et le titre qu'il souhaite viser ou présenter. Et l'architecte accompagnateur peut également déposer le dossier de faisabilité pour le candidat. Donc, lorsque le dossier de faisabilité est déposé, donc comme je l'ai indiqué, j'ai déjà indiqué, la DETS a 2 mois pour rendre sa décision de recevabilité. Donc, après cette décision, le candidat peut rédiger son dossier de validation, son dossier professionnel. Lorsque le dossier professionnel sera finalisé, donc il devra le déposer sur la plateforme France VAE. Et à partir de ce moment-là, donc nous disposons de 3 mois pour proposer une session d'examen au candidat. Donc, c'est ce que je vous disais. Alors, pour certains titres, c'est vrai qu'il y a peu de sessions sur une année, parfois que 2 sessions. Donc, en fonction de la période de dépôt, je dirais, du dossier de validation, le candidat peut être amené à attendre un petit peu plus que 3 mois pour pouvoir être inscrit à une session d'examen. Donc, lorsque le candidat est inscrit à une session d'examen, donc il passe son titre. Donc, le centre agréé, je dirais, centralise les résultats sur un document qui s'appelle le PV de session, qu'il nous transmet. Et nous enregistrons et validons la session d'examen dans l'applicatif CRS, c'est un applicatif métier. Et nous enregistrons aussi les résultats dans France VAE pour les candidats VAE. Et cette validation de session génère l'envoi des parchemins, des diplômes, on va dire, du titre pour les candidats reçus, ou un livret de certification lorsque le candidat a été en réussite, on va dire, partielle du titre, lorsqu'il n'a obtenu que 1 ou 2 blocs de compétences sur l'ensemble des blocs composant le titre. Je vous remercie, Manuela. C'est bien parce qu'il y a des questions dans le chat, mais Corinne arrive à y répondre également, donc c'est parfait. On va prendre un instant pour prendre quelques questions auxquelles on n'aura pas pu répondre. Mais avant cela, je vous propose de passer justement aux questions qui sont les plus fréquemment posées par les architectes accompagnateurs de parcours. Alors, c'est vrai qu'on l'a un petit peu évoqué au cours de la présentation. Donc, c'est surtout les frais de passage devant le jury. Donc, alors, on espère que les choses vont peut-être se préciser. C'est vrai que pour vous permettre, en effet, d'avoir une idée du coût plus précise, pour pouvoir, en effet, établir vos devis et proposer un tarif, je dirais, entre guillemets, aux candidats. On a beaucoup de questions sur la programmation des sessions. Donc, les architectes accompagnateurs nous interrogent sur la programmation des sessions pour permettre justement aux candidats de se projeter. Donc, il ne faut pas hésiter à nous interroger. On vous transmet en général le nom des centres agréés qui organisent ces sessions d'examen. Comme ça, vous pouvez aussi vous rapprocher de ces centres pour obtenir le maximum d'informations pour le candidat. Et donc, une des questions fréquemment posées, c'est aussi sur la nature des épreuves, qui varie
en fonction des titres, sachant que sur certains titres, les épreuves peuvent se dérouler sur 2 jours, hein, avec des mises en situation professionnelle qui durent je sais pas, jusqu'à 12 heures parfois, hein, quand il faut, je pense surtout au titre du bâtiment, aux maçons, quand vous avez besoin de construire ou de fabriquer quelque chose. Donc, ce qui n'est pas non plus à négliger, puisqu'il faut que le candidat soit quand même disponible sur, sur un certain nombre de jours. Merci Manuela pour toutes ces précisions. Je vous propose qu'on prenne un petit temps pour essayer de répondre donc à au moins quelques questions. Il y en a eu beaucoup, on ne pourra pas répondre certainement à toutes, mais au moins quelques questions. Alors moi j'avais en tête le temps que Zélie peut-être fasse un petit récap des questions. Il y avait une question sur donc c'était Laurence qui posait cette question tout à l'heure sur comment devenir architecte accompagnateur Ouais. de Mhm. parcours. Et il y avait pardon, je complète avec une question plus récente sur la façon dont les candidats peuvent rechercher leur accompagnateur de parcours et sur le sérieux des formateurs, qui sont peut-être un petit peu liés. Manuela, Alors, peut-être c'est je vrai propose Et sur d'enlever. les formations pour devenir architecte accompagnateur de parcours. Voilà. Alors moi, j'ai pas forcément de précision, hein, sur. Alors je sais juste voilà, qu'il faut que vous soyez certifié Calliope. Mhm. Donc c'est peut-être justement se renseigner auprès euh, de l'organisme qui délivre comment, les certifications Calliope mais on vous mettra ça, voilà, on va essayer de chercher les éléments pour vous donner une réponse. Oui, peut-être dans le chat également, s'il y a des architectes accompagnateurs de parcours, peut-être vous pouvez aussi un peu nous partager en fait la manière dont vous avez obtenu cette habilitation pour qu'on en sache un petit peu plus. Zélie, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait des questions auxquelles Corinne je pense, a suffisamment bien répondu. Il y avait une question sur la possibilité d'assister à des jurys en tant que simple observateur. Est-ce que c'est une possibilité? Euh, donc effectivement, il faut deux professionnels donc, pour être membre de jury. C'est vrai que le fait d'avoir un observateur, ça peut quand même perturber un petit peu, surtout c'est le candidat en fait. Et pour nous, même lorsqu'il y a des contrôles de conformité, donc des agents de contrôle qui interviennent des fois sur certaines sessions d'examen pour pouvoir contrôler la conformité, ils n'assistent pas en fait pour pas perturber le candidat. Donc, c'est pas interdit au niveau réglementaire, mais bon, on est bien sur deux membres de jury à minima, donc habilités par l'ADETS d'Ille-et-Vilaine pour euh, effectuer donc l'entretien final du candidat. C'est vrai que c'est pas interdit par les textes, mais c'est pas prévu non plus. Alors c'est vrai que quand Ouais. c'est pas prévu, ouais, voilà, en général, on n'autorise pas la présence d'un observateur. D'accord, merci pour vos réponses. Peut-être est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Oui, il y avait la question que Zélie a posée tout à l'heure, c'était concernant en effet le choix de l'AAP. Sur France VE, du coup, comment C'est Voilà. vrai que Ouais. oui, Comment choisir comment les candidats peuvent choisir leur AAP en fait? alors c'est vrai que c'est normalement sur France VAE, hein, le candidat a une liste, je dirais, d'architectes accompagnateurs de parcours. C'est vrai que pour le moment, en effet, il n'y a pas forcément je dirais, de possibilités ou suffisamment d'informations, en tout cas, pour que le candidat puisse clairement choisir et identifier des architectes accompagnateurs de parcours. est-ce qu'il est précisé, par exemple, la géographie? Enfin, est-ce qu'on sait où est localisé l'architecte accompagnateur? Est-ce qu'on Oui, peut chercher normalement. Oui, Alors, vous avez à la localisation, oui, normalement, vous avez la localisation. d'accord. Et bon, voilà, c'est vrai que sur ma dernière diapo, je reviens sur les perspectives d'évolution. Et voilà, je crois qu'améliorer l'information justement relative à l'offre sur France VAE est une des perspectives d'évolution qui est à l'étude. Eh bien, allons-y sur cette dernière diapo pour avoir un peu les quelques perspectives d'évolution sur effectivement les évolutions à venir.
c'est vrai qu'il y a eu un audit sur la mise en œuvre un petit peu de cette réforme et de l'utilisation de la plateforme. Donc, on se dirigerait, je dirais, sur des pistes d'amélioration sur le renforcement de l'instruction des dossiers de faisabilité. Alors ça, c'est par nos services. Sur justement l'information et l'orientation du candidat dans ses choix. Parce que voilà, c'est pas le candidat arrive sur la plateforme, je dirais, voilà, c'est compliqué quand même encore pour lui de réussir à bien s'informer, trouver les bonnes informations, bien choisir son architecte accompagnateur. Donc là, c'est même en amont de l'accompagnement par l'architecte oui, accompagnateur, oui. quoi. C'est quand on arrive sur la plateforme France VAE, donc effectivement, un peu plus clarifier et aider les personnes à faire des choix sur cette plateforme. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'informations, et c'est vrai que c'est souvent le cas. Quand il y a beaucoup d'informations, voilà, il faut quand même savoir où chercher, se diriger pour obtenir les informations, je dirais, les plus importantes et les plus pertinentes. Donc, c'est aussi de faire un effort sur, en effet, l'information relative à l'offre des architectes accompagnateurs de parcours. Parce que voilà, c'est pas rien, le candidat est un peu livré à lui-même et ne sait pas forcément quel architecte accompagnateur de parcours. Donc, ce Oui, n'est ça pas. rejoint la préoccupation de la Oui, personne qui posait cette question. oui. Alors, c'est vrai que je pense que le ministère était aussi un petit peu surpris du nombre, enfin les ministères, pas que le ministère du Travail, du nombre de candidats en autonomie. En fait, voilà, c'est vrai que avec cette réforme et la mise en place de la plateforme, on sait que les candidats seraient, alors peut-être pas systématiquement, mais quand même très souvent, s'orienteraient très souvent vers un accompagnement, ce qui n'est a priori, enfin voilà, pas le cas. Mm. Il y a peut-être plus de candidats accompagnés, mais il reste quand même un nombre important de candidats autonomes. Et pour mieux accompagner le candidat, voilà, il y a des pistes d'amélioration qui sont en cours d'étude pour permettre justement aux architectes accompagnateurs de garantir la qualité de leur accompagnement et d'accéder aussi voilà, aux informations nécessaires et utiles pour définir le parcours le mieux adapté pour leur candidat, enfin leur candidat, c'est pour le candidat VAE. Alors par contre, voilà, c'est des chantiers, on va dire 2026, mais est-ce qu'ils seront réalisés en 2026? Ce n'est pas, voilà, c'est pas sûr. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer et à stabiliser. D'accord, merci beaucoup Manuela pour l'ensemble de ces informations. Et puis je vais vous proposer donc de conclure ce webinaire parce que l'heure tourne et on est presque arrivé à la fin. Donc on n'a peut-être pas répondu à toutes les questions, mais Corinne a été très active. Merci beaucoup dans le chat Merci pour Corinne. répondre de manière individualisée également à l'ensemble des questions. Donc je vous propose donc de nous quitter ici. Donc vraiment, je tenais à vous remercier toutes les deux, donc Corinne Aubray et puis Manuela Toutain pour la préparation de ce webinaire et votre disponibilité pour toutes ces informations. Je vous rappelle, vous pouvez continuer à vous professionnaliser sur la question de la VE en participant donc au prochain webinaire organisé par le réseau des Cariforef. On vous a mis les liens dans le chat. Je vous rappelle que le prochain est le 11 juin à 14 heures sur le rôle des architectes accompagnateurs de parcours. Donc Zélie vous a remis le lien dans le chat. Donc, je vous remercie à chacun, à chacune pour cette participation et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.